Hola, bienvenidos a todos. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Cocoon, le podcast. Je suis Julie pour ceux qui débarquent. Et dans cet épisode, je voulais explorer avec vous un sujet qui, en général, suscite de nombreuses discussions, c'est celui de la charge mentale. Est-ce que c'est un concept à la mode qui a été popularisé par les mouvements féministes, ou est-ce que c'est un vrai problème de société ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la charge mentale ? Quand on parle de charge mentale, généralement on fait référence en fait à la gestion de façon continue et souvent d'ailleurs invisible de tout ce qui va être de l'ordre des tâches ménagères et familiales. Donc ce que moi j'appelle communément les charges domestiques. Donc ça inclut non seulement les tâches physiques, le fait de physiquement faire les choses, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de la planification, de l'organisation, de la prise de décision, etc. Et du coup, pour mieux comprendre ça, je vais vous prendre l'exemple de Marie, qui est une maman, qui travaille aussi à l'extérieur. Et en fait, en plus de son emploi du temps, elle gère aussi les rendez-vous médicaux de ses enfants, elle planifie les repas, elle s'assure que les factures soient bien payées, etc. Et donc cette charge constante, ça peut entraîner du stress et de l'épuisement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, il va falloir qu'on fasse un petit point historique, je trouve. Enfin, moi, j'avais envie de faire ça, du moins, pour répondre à la question pourquoi la charge mentale est-ce qu'elle est généralement, principalement et quasi exclusivement associée aux femmes. Pour comprendre ça, je trouve que c'est important de regarder à la fois l'histoire et les données actuelles qu'on a à ce niveau-là. Et historiquement, en fait, il faut savoir que les rôles de genre, on va dire, sont assignés aux femmes. Ont assigné aux femmes la responsabilité en fait principale du foyer et de la famille. Donc même si ces rôles aujourd'hui ont évolué, heureusement, il y a quand même des vestiges de ces formes-là de ces normes-là qui persistent. Donc pour faire un petit remettre un peu les choses dans le contexte historique, faut savoir que dans les années 50 et 60, les femmes étaient principalement vues comme des ménagères. Avec environ 20% seulement des femmes qui étaient mariées qui travaillaient à l'extérieur du foyer. Seulement 20%. Donc c'est vraiment c'est minable quoi. C'est vraiment c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est seulement à partir des années 70 avec le mouvement féministe etc. et l'entrée massive des femmes sur le marché du travail que ce chiffre a commencé à augmenter de manière significative. Par contre, la répartition des tâches domestiques, elle a pas tellement évolué et surtout elle a pas évolué au même rythme. Et donc quand on se rapproche un petit peu des études actuelles, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un petit travail là-dessus pour vous donner un peu de chiffres parce que je trouve, moi j'aime bien les chiffres, en tout cas j'aime bien savoir sur quoi on part. Et j'ai trouvé qu'il y avait une étude qui a été menée par l'INED, donc c'est l'Institut National des Études Démographiques, qui date de 2016, donc vous voyez c'est pas si vieux. Mon fils est de 2016, donc c'est pas si vieux, 7 ans. Les femmes, c'est prouvé que les femmes consacrent en moyenne 3h26 exactement par jour aux tâches ménagères, contre 2 heures pour les hommes. Une autre étude qui a été publiée par l'American Sociological Review en 2019, donc c'est pareil, c'est pas vieux non plus. 2019 c'est ma dernière, donc c'est il y a 5 ans, qui a révélé que même lorsque les hommes et les femmes travaillent le même nombre d'heures, donc c'est-à-dire que quand ils travaillent à l'extérieur autant l'un que l'autre, eh bien les femmes
assument quand même 70%, c'est énorme, des responsabilités domestiques. Donc c'est-à-dire qu'on fait pas forcément le même boulot, mais on travaille autant qu'un homme, mais par contre, on va scoltiner 70% des responsabilités domestiques, en plus de notre job. Et enfin, pour terminer avec les chiffres, j'ai trouvé une enquête de l'Université du Michigan qui a montré que les mères avec un emploi du temps à plein temps, un job à plein temps, passent en moyenne, enfin même pas en moyenne, passent 22 heures de plus par semaine sur les tâches ménagères et la garde des enfants que leur conjoint. Voilà. Donc c'est quand même énorme, 22 heures de plus par semaine sur les tâches ménagères et tout ce qui est lié à la garde d'enfants, etc. De plus que les hommes, alors que on travaille à temps plein, quoi. Donc ces chiffres, je trouve qu'ils mettent vraiment en lumière, on va dire, une disparité, voilà, entre, dans la répartition des tâches en fait domestiques et la gestion du foyer. Donc même dans les couples, en fait, qui s'efforcent à partager équitablement les responsabilités, donc malheureusement, c'est pas encore la norme aujourd'hui, mais même dans ces couples-là, eh bien, on se rend compte que il existe encore des déséquilibres en fait dans la charge mentale et que les femmes ont quand même tendance à assumer ce rôle de entre guillemets de chef de projet pour tout ce qui va être lié aux activités domestiques. Du coup, je trouve que cette dynamique a soulevé quand même des questions importantes sur l'égalité des sexes dans la gestion du foyer et sur la manière dont les normes sociétales et culturelles influencent cette répartition. Dans cette troisième partie, on va voir l'impact de la charge mentale sur le bien-être. La charge mentale, même si c'est quelque chose qui est pas palpable, qui est entre guillemets invisible, elle a quand même des conséquences importantes sur plusieurs aspects de la vie des femmes. Que ce soit sur la vie professionnelle, les relations personnelles ou sur la santé. Donc, premièrement, les impacts sur la vie professionnelle. On peut noter qu'il y a des réductions de la productivité, parce qu'en fait, la charge mentale diminue généralement la concentration et la productivité au travail. Forcément, on a tellement de choses à penser qu'on est submergé en fin de compte. À bien dire, c'est ça. Et que même au boulot, on a du mal à rester focus et être autant productif que si on n'avait pas cette charge-là. Donc les femmes en fait qui jonglent constamment entre les responsabilités professionnelles et domestiques, elles peuvent se retrouver épuisées et du coup évidemment ça affecte leur performance au boulot. Ça va sans dire. Deuxième point, c'est qu'on a un frein à la carrière, c'est-à-dire que cette surcharge peut également limiter les opportunités de carrière. Donc les femmes peuvent hésiter à accepter des promotions ou des défis professionnels qui vont être en plus de ce qu'elles font déjà, du fait qu'elles craignent en fait de ne pas pouvoir gérer cette charge-là supplémentaire. Généralement, les hommes ont beaucoup moins de mal à accepter ce genre de choses, quoi. On va avoir des effets sur les relations personnelles aussi. La première, ça va être les tensions dans le couple, évidemment. Quand on fait beaucoup plus à la maison que son conjoint qui pourrait en faire un peu plus. Bon, son conjoint ou sa conjointe, mais on va pas se mentir que c'est souvent dans les couples hétéros malheureusement que ce genre de problématique arrive. De ce fait-là, la charge mentale a créé des tensions et des déséquilibres du coup dans les relations de couple. Surtout si l'un des partenaires se sent, comme je vous le disais, surchargé, ou parce que du coup ça peut être les deux, sous-estimé aussi. Ok, souvent, je sais pas vous, mais moi, clairement, je suis sur tous les fronts. C'est pas que j'en ai envie, c'est que vraiment, d'ailleurs en ce moment, je m'en passerai bien. Je suis un peu épuisé. C'est pas une santé au top. Et c'est vrai qu'on est un peu plus, je vais pas dire susceptible. En fait, on est fatigué. Ouais, en fait, je pense que le mot c'est ça. C'est en fait, on en aura le cul. Voilà, pour être très clair. Et on est fatigué. On est fatigué de devoir se battre pour que l'autre fasse sa part, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais vraiment attention, moi, dans ma façon de parler, etc., dans mon discours, c'est que je demande jamais de l'aide. Quand je demande à mon mari de faire quelque chose, parce que si je demande pas, je vais pas l'avoir. Donc quand je demande pas de l'aide. Je demande à ce que ce soit fait. Je lui dis tiens, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît. Je dis pas tiens, est-ce que tu peux venir m'aider. Jamais. Parce que je considère pas que c'est de l'aide en fait. Je considère qu'il habite sous le même toit que moi, qu'il l'a choisi, qu'il le suit.
c'est pas quelque chose qui lui a été imposé, comme moi. Que ce soit en tant que mari, en tant que père, en tant que tout simplement personne qui habite ici. Et que de ce fait-là, je trouve ça normal que chacun participe à la hauteur de ses capacités, de son temps, etc. Évidemment, j'attends pas de lui qu'il en fasse autant que moi, puisqu'évidemment, comme il travaille à l'extérieur, il a moins la possibilité que moi de moduler ses horaires, etc. Enfin, il n'a pas du tout la possibilité d'ailleurs. Donc de ce fait-là, bon, automatiquement, je sais que moi, si j'ai envie de faire une pause, je peux faire une pause. Enfin, je peux. Selon la tonne de travail que j'ai à faire, je m'adapte. Mais voilà, je fais toujours attention à ça parce que je trouve que quand on grandit avec cette idée de papa il aide, ça fait déjà un peu, vous voyez le chevalier, heureusement qu'il est là pour venir sauver la princesse en détresse, quoi. Vous voyez, donc moi je n'ai pas du tout le sentiment d'être une personne victime, vous voyez, donc je suis victime de rien du tout là. Donc j'ai pas besoin qu'on vienne me sauver, quoi. Vous voyez. Et je pense qu'en fait c'est ça. Et c'est ce qui pèse généralement sur les couples, enfin qui pose problème dans le couple. Généralement, c'est ça, c'est ce sentiment de devoir réclamer, voilà, de l'aide, alors que en fait, on ne devrait même pas avoir déjà le demandé déjà, parce qu'en fait, c'est nous, on nous demande pas de le faire. Donc inversement, on aimerait bien que ça soit évident pour le conjoint ou la conjointe, enfin voilà, la deuxième personne du couple, de faire ça. Ça paraît évident. Enfin, visiblement pas pour tout le monde encore, mais bon. Donc voilà, ça a aussi des impacts sur la parentalité parce que on peut évidemment être affecté sur la qualité des interactions qu'on va avoir avec nos enfants. Souvent, les femmes, elles sont trop fatiguées ou trop stressées pour profiter pleinement du temps passé en famille. Moi, je sais que j'ai moins envie de faire des choses avec mes enfants dès que je vais être trop fatiguée. Alors que lui, il va avoir forcément plus le bon rôle du ah putain trop bien papa il joue avec nous, c'est cool, lui au moins il sort, il fait des trucs et nous bah ouais ma maman elle est en train de se reposer parce qu'elle est au bout du rôle quoi. Bah ouais, voilà ce qui se passe. Mais à côté de ça bon, n'oublions pas que nos enfants sont très intelligents quand même et qui perçoivent très très bien les choses. Voilà. Moi mon fils m'a toujours dit moi je serai pas comme papa quand je serai adulte et que j'aurai une amoureuse, je ferai aussi les choses à la maison parce que c'est normal. Donc ils ont quand même conscience des choses. Même sans qu'on ait besoin de leur raconter, de leur expliquer, de leur prouver par A plus B, ils le voient en fait, ils vivent sous le même temps que nous, ils voient très très bien les choses. Ça a aussi des conséquences sur la santé personnelle. Évidemment, vous doutez bien que ça crée cette obligation de gestion constante des tâches, des responsabilités, etc. Ça crée malheureusement un niveau élevé de stress et d'anxiété. Parce qu'on se dit, si nous on n'assure pas tout ça, qui va le faire quoi ? Voilà. Alors qu'en soi, d'autant plus quand on est deux, puisque j'ai connu la vie de mère célibataire, donc je sais que quand on est tout seul, on est tout seul, hein, donc il y a même pas à se poser la question qui va prendre le relais, qui va faire sa part ou quoi. Bah non, de toute façon, on est tout seul, donc il y a pas de choix. Par contre, je trouve ça même pire d'être à deux et de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Pour moi, c'est pire. C'est-à-dire que j'étais moins stressée, moins angoissée, quand j'étais toute seule à devoir tout gérer. Officiellement, j'étais officiellement seule à devoir tout gérer, que là maintenant où je sais que je suis mariée, j'ai quelqu'un qui travaille certes à l'extérieur, mais qui quand il rentre pourrait faire des choses. Et le fait de savoir, mais de voir qu'à côté, c'est pas pour autant fait. Là, du coup, il y a une attente qui est créée en plus, donc c'est plus compliqué, quoi. Et puis, deuxième point, dans ce point-là, c'est que ça crée aussi des problèmes de santé physique. C'est-à-dire que le stress et l'anxiété finissent par causer, quand c'est prolongé, etc., des répercussions sur physique, comme des troubles du sommeil, des maux de tête, des problèmes digestifs, des problèmes de dos. Moi, je sais que c'est souvent ça. Sommeil aussi, enfin bref. Voilà, ça a évidemment, tôt ou tard, des répercussions. Sur la peau aussi, ça on n'en parle pas, mais la peau, on parle souvent de prendre du collagène, etc. Donc il faut savoir que les études ne sont pas assez poussées à l'heure d'aujourd'hui pour avoir un vrai recul sur les bénéfices du collagène qu'on pourrait ingérer en mangeant, en complément alimentaire, etc. Par contre, ce qui est prouvé, c'est que le stress, par exemple, c'est quelque chose qui peut abîmer l'apparence de notre peau. Voilà, ça faut le savoir aussi. Bref. Passons. Je voulais aussi vous donner un petit exemple d'une coachée qu'on appellera ici Laura pour ne pas la nommer,
qui est maman de 2 enfants, qui est professionnelle, enfin qui travaille à l'extérieur, etc., qui est à temps plein, et qui a dû, malheureusement, faire face à une charge mentale écrasante, et vraiment ça a été très compliqué. Voilà, on a bossé ensemble là-dessus, mais elle revient de loin, voilà, sachez-le bien. Donc d'ailleurs, si tu nous entends, Mazel Tov, voilà, parce que tu reviens de loin, donc je peux être très fière de toi. Et les 4 points que je voulais évoquer avec vous, c'est en fait les 4 choses qu'elle a vraiment mis en place de manière assidue. Je tiens bien à préciser ce point-là, et qui ont fait que aujourd'hui, ça y est, c'est réglé. Elle a réussi à s'en sortir. Déjà, le premier point, c'est celui de chercher du soutien. Ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a ouvert le dialogue avec son partenaire, avec son conjoint, pour partager de façon équitable. Et je tiens bien à préciser ce mot-là, équitable, et non pas de façon égalitaire. Parce que je le rappelle, la nuance, l'équité, c'est faire en sorte que chacun soit mis au même niveau. Et l'égalité, c'est faire en sorte que chacun ait la même chose. Donc c'est pas du tout pareil. Je me souviendrai toujours de cette... moi, c'est mon moyen mémotechnique pour me rappeler justement la différence, la nuance entre ces 2 mots-là. Prenez... comment je vais vous expliquer ça ? Voilà, j'avais vu la photo, je sais plus, une photo, un dessin, je crois que c'était un dessin, d'un homme, une personne adulte, je sais plus, c'était un papy, un papa, tonton, que sais-je, un homme adulte, qui était accoudé, qui était devant, là, contre une barrière en bois qui délimitait un pré. Voilà, j'imagine qu'il y avait des vaches, des chevaux, je sais plus ce que c'était dedans. Et à sa droite, il y avait 2 enfants. 2 enfants, je sais plus si c'était un garçon, une fille, bref, on s'en fiche. 2 enfants, dont un qui était un peu plus grand que l'autre. Voilà, donc en gros, un enfant de 7-8 ans et à côté, un enfant de 4-5 ans, quoi. Donc vous voyez bien la différence de taille. Eh bien, si on avait voulu faire en sorte qu'ils soient tous égaux, on leur aurait donné un tabouret, un marchepied, pour être précise, exactement le même, donc la même taille de marchepied à tous. Là, ça aurait été égalitaire. Ok, ils auraient été sur le même pied d'égalité, c'est qu'à de le dire. Sauf que du coup, le problème aurait toujours été le même. Le plus petit enfant serait toujours pas à hauteur de la barrière pour pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc l'adulte, lui, verrait toujours aussi bien. L'enfant, un peu plus grand, verrait un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et le plus petit, il serait toujours lésé. Alors que quand on essaye d'être dans l'équité, on donne un marchepied pour compenser cette différence, en fait, entre les différentes personnes. Donc là, effectivement, le dernier enfant, donc le plus petit, avait un marchepied un peu plus grand que l'autre enfant, l'adulte n'ayant pas besoin puisqu'il voyait déjà correctement, mais pour pouvoir lui permettre d'être à la même hauteur. Ok, je sais pas si vous arrivez à visualiser l'image. Si c'est pas le cas, réécoutez. Mais voilà, et donc j'ai trouvé cette photo, ce dessin, cette image, hyper claire, j'ai adoré, parce que j'ai fait voilà quelqu'un qui explique bien en fait ce que c'est comme différence entre l'égalité et l'équité. Et donc ça, c'est le problème que souvent les gens ont du mal à comprendre quand on parle égalité homme-femme. En fait, on ne devrait même pas parler d'égalité homme-femme. Alors ça dépend pour quel point, hein, on est d'accord. Le fait d'avoir des droits, évidemment, les droits devraient tous être les mêmes pour tout le monde. Mais généralement, là, en tout cas, quand on parle d'égalité homme-femme dans le quotidien d'une famille, de la vie, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'on soit tous au même niveau. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'évidemment que un homme qui va bosser, par exemple, à temps plein, va évidemment avoir moins le temps de faire les tâches ménagères que une femme qui est au foyer. Évidemment. Mais ça veut pas dire qu'il doit rien faire. Ça veut dire qu'il doit le faire au prorata du temps qu'il a. Tout simplement. C'est juste ça qu'on demande, en fait. Hein. Alors, à moins d'être vraiment teubé, vraiment débile, mais en toute logique, si on réfléchit un minimum, on se doute qu'on doit faire en fonction des disponibilités et possibilités, capacités de chacun et de chacune. Ok ? Et donc, ce que Laura a fait, justement, c'est qu'elle a discuté de ça avec son mari, avec son conjoint, puisqu'ils sont pas mariés, mais avec son conjoint, et pour essayer de faire en sorte que ce soit équitable au niveau des tâches ménagères, des tâches parentales, etc. Et elle a également sollicité l'aide de sa famille et de ses amis lorsque c'était nécessaire. Donc je me souviens que c'était notamment pour la sortie d'école.
Voilà, pour elle, c'était compliqué. Tu sais que je compatis. Et donc, j'ai payé le bus pour pouvoir me retirer cette charge mentale, mais je connais très très bien. Elle a dû, du coup, enfin, elle a eu l'intelligence et le courage de demander de l'aide, du coup, à, par exemple, les papiers-mamies. Voilà. Et à, je crois, une amie, enfin, bref, voilà, quelqu'un dans son cercle proche, d'amis, pour faire les allers-retours de l'école, parce que, au niveau de ses horaires boulot, voilà, ça calait pas. Donc voilà, donc ça c'est le premier point déjà qu'elle a mis en place. Chercher du soutien. Le deuxième point, c'est le fait d'établir des frontières claires. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, elle a appris à définir des limites claires entre son travail et sa vie perso, de façon à s'assurer de prendre des pauses et du temps pour elle. Ok, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose que moi j'ai eu longtemps du mal à faire. Maintenant ça y est, depuis on va dire depuis 6 mois. C'est quelque chose que j'ai mis en place, mais ça a été long quand même. J'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser, d'ouvrir les yeux. Mais je bossais tout le temps. C'est-à-dire que j'avais, même le week-end, hop, je prenais mon ordi, mon machin, tac, tac, tac. Et mais vraiment, je bossais, c'était pas je fignole un petit truc, un machin, non. Je bossais vraiment. J'étais capable de faire du montage tout le samedi après-midi, quoi. Vous voyez? Et donc du coup, ça me bouffait complètement mon week-end. Et donc ça me bouffait complètement mes moments sympas avec mes gosses, avec mon mari, avec ma famille, etc. Et mes amis. Donc ça, c'est important. Ensuite, elle a appris à planifier et à déléguer. Dieu sait que c'est pas facile. Surtout ce deuxième point. Et donc, elle a eu la capacité, l'intelligence, le courage, parce que je trouve qu'il faut un petit peu de tout ça pour y arriver. Elle a commencé en fait à planifier ses tâches ménagères, enfin toutes en fait, de manière à être plus efficace. Donc là, on en revient à, je crois que j'avais fait un épisode sur ça, sur l'organisation. Comment être capable de planifier un peu sa vie, ses journées, etc. Et ça, enfin vraiment, je le dis, je le redis parce que quand j'étais gosse, je me rappellerai toujours. J'étais persuadée que l'organisation c'était un truc de vieux, un truc de vieux, de coincer du cul, tout ça. Et en fait, non, genre vraiment, c'est un truc de personne qui veut vivre sereinement, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment, essayez d'optimiser autant que possible votre organisation, c'est hyper important. Et donc c'est ce qu'elle a fait, de façon à pouvoir ensuite aussi avoir plus de visibilité sur les choses qu'elle pouvait déléguer. Que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, capacité aussi après à demander de l'aide à sa famille et à ses amis, ça, elle l'a fait, elle a pu travailler dessus. D'abord parce qu'elle avait planifié, elle avait organisé, etc. tout son emploi du temps, etc. de façon à se dire ok, là, non, ça va pas coller avec mes horaires, je vais pas pouvoir être là, faut que je trouve quelqu'un qui gère ce point-là. Parce que moi, ça va être galère, ça va être compliqué, etc. Mais ça, on peut le faire qu'une fois qu'on est bien organisé, qu'on a bien tout planifié. Ok, donc ça demande un peu de temps, mais c'est du temps que vous allez gagner après. Ok, donc ça vaut peut-être le coup de s'y mettre quand même. Enfin, c'est pas peut-être en fait, je vous le dis, c'est sûr en fait. Et puis surtout, voilà, accepter 2 choses. Premièrement, c'est que c'est pas parce que vous le faites de cette manière-là que si quelqu'un d'autre le fait autrement, ce sera mal fait. Ok, ça sera juste fait différemment. C'est pas pour autant que c'est mal fait. Donc il faut accepter de déléguer. Moi, j'ai travaillé sur ce point-là. Ça a été très compliqué pour moi de ne serait-ce que déléguer le linge à mon mari, par exemple. C'était compliqué parce que il est pas du tout méthodique, il est pas du tout organisé. Donc du coup, ça me gave complet de voir le linge mis en bordel sur le Tankerville. Alors que moi, je le mettais autrement, de telle manière à ce que chaque étage, on va dire, du Tankerville était pour une personne. Enfin voilà, j'avais mon organisation. Mais ça, c'est moi. Ce qui compte au final, c'est que le linge, il soit sec. Voilà, propre et sec. Voilà. Donc après, le reste, c'est un point de détail. Donc j'ai travaillé sur ça. Voilà. Et puis, deuxième chose aussi, sur lequel travailler, et qui, à mon sens, c'est très important aussi, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Ok, donc que ce soit vous qui le fassiez ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est ok que ce ne soit pas parfait. Ok, donc c'est-à-dire que c'est ok d'avoir une maison avec 2-3 trucs qui traînent. C'est ok. Là, c'est sur ça que je travaille personnellement en ce moment parce que vous voyez bien que on a emménagé il y a 1 mois, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis qu'on a emménagé. Voilà, ok. C'est-à-dire que vous rentrez chez moi, dans l'entrée, il y a encore plein de cartons parce que on n'a pas le temps. Pas le temps de le défaire, pas les sous non plus pour acheter les meubles, pour pouvoir ranger les affaires dedans, ou pour pouvoir faire les meubles aussi, etc., etc. Donc, j'essaie de lâcher prise à ce niveau-là. Je me dis, ce qui compte, c'est qu'on est au sec, au chaud, dans un logement normalement sain, tous ensemble en bonne santé. Voilà, ça c'est le plus important. Après, les cartons, ça sera rangé quand ce sera rangé.
Ok, ils sont là, de toute façon, c'est le principal. Ils vont pas s'envoler. Donc vraiment, lâchez prise sur ça, sur la perfection. Si vous avez ce problème-là, vraiment, je vous conseille de faire un point avec un psy, un thérapeute, etc. parce que ça peut vraiment vous aider à changer. Et du coup, souffler et être sereine, c'est important. Et enfin, la quatrième chose qu'elle a mis en place du coup Laura pour réussir à gérer un petit peu ce problème de charge mentale, c'est qu'elle a mis en place des pratiques bien-être. C'est-à-dire, elle a intégré des activités bien-être dans sa routine. Donc je vous dis pas de faire 2-3 heures par jour, ou même par semaine d'ailleurs, mais elle, je sais qu'elle a intégré quelques postures de yoga et quelques méditations au cours de la semaine. Ok, c'est pas tous les jours, c'est pas nécessairement d'ailleurs toute la semaine non plus, mais elle le fait surtout quand elle en ressent le besoin. Donc c'est-à-dire que quand elle ressent qu'elle va avoir un petit moment, notamment au boulot, voilà, où ça va être un petit peu stressant parce qu'il y a des choses qui se passent qui font que c'est un peu stressant. Là, elle va mettre en place un petit peu de yoga, un peu de méditation. Voilà. Et la méditation et le yoga, je vous le rappelle, surtout la méditation, ça n'a pas besoin de durer des heures. Ok, le but, c'est tout simplement de se détendre. Ok, de vivre le moment présent, d'être là en pleine conscience en fait. C'est surtout ça qui compte. Ok. Et donc en fait, en adoptant du coup ces stratégies-là, Laura, elle a non seulement allégé sa charge mentale, mais elle a également amélioré sa qualité de vie, évidemment. Autant sur le plan pro que sur le plan perso. Dans cette quatrième partie, on va parler de comment réduire la charge mentale. Donc, réduire la charge mentale, c'est quelque chose qui est essentiel, à mon sens, pour améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on peut pas être sans arrêt à se prendre la tête pour ça, quoi. À un moment donné, c'est bon, quoi. Il y a des problèmes plus importants. Malheureusement, on aimerait bien avoir que ça. Mais la vie est faite de haut, de bas, donc on peut être amené à avoir des choses plus importantes que ça, et ça vaut pas le coup de se mettre vraiment mal pour des choses aussi insignifiantes. Donc, il faut bosser là-dessus. Donc, on va examiner quelques stratégies pratiques pour y parvenir. En se concentrant sur la délégation des tâches, sur la communication ouverte et sur l'importance de prendre du temps pour soi. Donc, premier point, la délégation efficace des tâches. Je vais vous l'expliquer en 3 points. Premier point, identifier les tâches à déléguer. Donc déjà, commencez, comme je vous l'ai dit, à vous organiser déjà, à planifier, et donc commencez à faire la liste des tâches ménagères et familiales. Prenez un papier ou votre application de notes, ce que vous voulez, mais vous faites la liste. C'est ce qu'on appelle brainstorming, ça veut dire que c'est vous mettez comme ça vient. C'est pas grave si c'est pas fait par catégorie, par machin, c'est pas grave. Vous bombardez, vous mettez tac 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 tous vos traits, tous vos points là, et vous faites votre liste. Ensuite, identifiez les tâches qui peuvent être déléguées à soit un autre membre de la famille ou externalisées. Donc par exemple, ça peut être le ménage ou la garde d'enfants. Vous savez que maintenant on a droit à des aides grâce notamment à la CAF. Ou si vous ne touchez pas la CAF, c'est que vous avez les moyens et tant mieux vu les temps qui courent. Et donc du coup, vous pouvez payer en chèque CESU, etc. Ce qu'on appelle aussi les chèques emploi-service. Quelqu'un de l'extérieur pour gérer ce genre de tâches à votre place. Et donc du coup, vous allégez un petit peu tout ça, si ça vous est possible. Deuxième point. Vous allez impliquer le partenaire et les enfants. Parce que le partenaire, ça, généralement, on y pense, lui demander. Mais les enfants, on n'y pense pas. Parce qu'on se dit, oui, mais c'est des enfants. Oui, alors attendez. Ce sont des enfants. Ce sont pas des gros débiles. Ok? Ils sont très, très, très intelligents. Croyez-moi, bien plus que ce qu'on voudrait bien, le dire. Ils sont très intelligents. Et ils savent très bien que c'est normal de participer. Surtout quand on commence tôt, avec ce genre de choses. Et que dès tout petit ou toute petite, on leur dit, écoute, tu vas venir, toi ta mission ça va être, je sais pas, en fonction de l'âge. Vous voyez, donc un gamin de 3 ans, il est pas débile. Il est capable d'apprendre à mettre le couvert correctement, le couteau à droite, la fourchette à gauche, etc., etc. Et en plus, ils sont super contents parce qu'ils se sentent investis d'une mission, d'une responsabilité. Regardez quand ils vont à l'école. C'est l'exemple que j'aime bien prendre parce que à l'école, c'est exactement ça. On les responsabilise, on les autonomise. D'ailleurs, c'est notre mission de parents, je le rappelle, d'apprendre à nos enfants à devenir autonomes, parce qu'un jour on sera plus là malheureusement, et ils devront avoir la capacité de se débrouiller par eux-mêmes. Ok, un parent qui veut le bien de son enfant, il fait ça avant tout, même si ça nous coûte parce que on se sent un petit peu moins utile et que machin et que ceci, c'est pas grave, c'est pas notre job à nous en tant que parents, c'est de faire en sorte que eux soient bien, pas nous, eux d'abord. Donc on applique les enfants.
Tiens, moi, par exemple, avec Nayeli, tiens, tu vas m'aider, on va couper. Alors, vous savez, pour Noël, je lui ai pris le petit couteau, là, je sais plus de quelle marque c'est, je crois que c'est Opinel ou un truc comme ça. Ou Petit Chef, je sais plus, je crois que les deux font ça. C'est un couteau, un vrai couteau, qui coupe bien d'ailleurs, avec une protection pour les doigts. Donc, c'est-à-dire que c'est impossible pour eux de se couper le doigt. Et du coup, c'est vachement bien, parce que ça leur permet d'être investis d'une mission, de participer, et ils adorent ça, en plus, cuisiner. Vous doutez bien que c'est du temps de qualité avec maman ou avec papa, ou avec la grand-sœur, ou le grand frère, peu importe, mais avec l'autre, donc ils adorent ça. Ça leur apprend beaucoup de choses. Nous, on a fait l'école à la maison. Je dis moi parce que oui, c'est moi en fait. J'ai fait l'école à la maison à mon fils. Voilà, donc mon deuxième qui a 7 ans, je lui ai fait l'école de la petite section jusqu'à la fin de la moyenne section. Bon, en réalité, l'école à la maison, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. En fait, enfin, on n'attend pas un certain âge, l'âge officiel pour aller à l'école, pour commencer l'école à la maison. Donc, en fait, depuis sa naissance, on fait l'école à la maison et il a appris à commencer à compter grâce à ça, grâce à la cuisine notamment. Parce que tiens, tu me donnes un œuf. Ah, merci. T'es sûr qu'il y en a qu'un? Oui. Ok. Tu me donnes 3 carottes. 1, 2, 3. Allez, vous voyez? C'est ça en fait. On apprend aussi les dosages, le calibrage, etc. Donc les unités de volume, etc. Donc tout ça c'est important. Ça leur apporte toujours des notions de toute façon de participer. Donc et puis vous, ça vous fait ça en moins. Alors au début ils sont petits donc il faut être présent. Vous allez me dire oui mais ça me demande du temps parce qu'il faut que je sois derrière à surveiller qu'ils fassent bien. Oui mais c'est du temps que vous perdez. En tout cas vous avez l'impression de perdre aujourd'hui, mais que vous allez gagner dans quelques temps. Évidemment que là le temps que vous passez à lui apprendre quelque chose, un jour il saura le faire tout seul. Il aura plus besoin de vous. Et là, par contre, vous allez gagner du temps. Et lui, il aura tout gagné. Il aura tout gagné. Il sera capable de se débrouiller tout seul dans cette tâche-là. Et c'est des tâches, en plus, généralement, les tâches domestiques, c'est quand même des choses dont ils vont avoir besoin un peu plus tard, quoi. Vous voyez, donc, genre étendre le linge, je pense que, à moins de devenir milliardaire et d'avoir quelqu'un qui va le faire à sa place, en théorie, j'ose espérer qu'il sera en capacité, du coup, ensuite, de faire son linge. Mettre le couvert, idem. Faire à manger, c'est pareil. Ainsi de suite. Plier le linge, etc. Voilà. Logan, souvent, je lui demande de mettre le couvert, de m'aider, à lancer une machine ou des trucs comme ça. Et il a 7 ans. Kathleen, je lui en demande, un peu plus du style, aller faire une petite course, elle prend son vélo, elle va au petit magasin là-bas, et hop, elle fait sa petite course. Parce que, elle a 14 ans. Donc, on adapte les tâches qu'on va donner à ses enfants, évidemment en fonction de l'âge et des capacités psychomotrices, mais on fait quand même. Ils ne sont pas neuneux, ok? Ils sont juste enfants, donc il faut qu'ils apprennent. Mais en fait, on est passé par là aussi. Donc, impliquez vraiment, votre partenaire, ça va sans dire. On devrait même pas avoir à le faire, mais enfin, il faut le faire. Malheureusement, c'est un fait. On est dans une société d'hommes blancs, je le rappelle. Donc, il faut, impliquer son partenaire et évidemment ses enfants. Donc, vous répartissez un petit peu les tâches en fonction. Troisième point, dans la délégation efficace des tâches, c'est le fait d'accepter l'imperfection. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que vous doutez bien que si c'est pas vous qui allez le faire, c'est que ça sera pas exactement fait comme vous allez le faire, c'est évident. Même si vous embauchez quelqu'un qui est professionnel de, la tonte de jardin. Bon, ça sera bien tendu, mais ça sera peut-être pas fait exactement comme vous le vouliez. Voilà, ok? Et c'est pas grave. Au final, l'herbe, le jardin, il est fait, quoi. Il est tondu, c'est le principal. Donc, acceptez que les tâches que vous avez déléguées puissent ne pas être réalisées exactement comme vous l'auriez fait. L'objectif, c'est réduire surtout votre charge globale et pas d'atteindre la perfection. C'est pas ça le but. Sinon, faites tout vous-même. Mais, à contrario, vous allez pas réussir à vous débarrasser de votre charge mentale. Donc, on peut pas être bon partout, ok? Pas gagner à tous les coups. Ensuite, le deuxième point, c'est la communication ouverte avec les partenaires et la famille. Donc, premier point dans cette grosse notion-là. Le premier point, et c'est très important, c'est d'exprimer ses besoins. Soyez clair sur ce que vous avez besoin et pourquoi c'est important pour vous. Par exemple, expliquez comment partager les tâches ménagères. Ça peut améliorer votre bien-être et la qualité de vos relations. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de mots sur vos besoins et en expliquant le pourquoi du comment, les gens qui sont pas dans votre tête, ils vont pas pouvoir deviner. Ok? Donc c'est vraiment important de faire ça. Ensuite, on va avoir l'écoute et les compromis. Donc soyez également à l'écoute des besoins de votre partenaire,
Ok, c'est pas vous qui devenez chef de la maison et puis qui dites, qui allez dire, ah bah tiens, toi tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ci, c'est comme ça, parce que moi j'en ai besoin. Non. C'est un couple. Ok, donc 2 personnes. Donc on écoute bien les 2 personnes. Donc soyez bien à l'écoute des besoins de votre partenaire et de votre famille de manière générale. Donc ça veut dire vos enfants aussi. Ok, c'est très important de mettre les enfants au même niveau que vous. Quand vous exprimez vos besoins à vous comptent autant que les besoins de votre conjoint, de votre conjointe, que les besoins de vos enfants. Ok, il y a personne qui est supérieur à l'autre. Ça c'est bien, c'est très très important. Si on va avoir des relations apaisées, qui se passent dans le respect, etc., c'est hyper important de partir de là déjà. Donc voilà, donc essayez de trouver aussi des compromis qui fonctionnent pour tout le monde. Ok ? Et donc ce point-là, ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait la dernière fois, donc juste avant. Donc là, on est l'épisode 45 de mémoire. Donc écoutez l'épisode 44 sur la communication assertive. Ça va vous aider du coup à gérer ce point-là de l'écoute et des compromis si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Troisième petit point, donc dans la communication ouverte avec les partenaires et la famille, ça va être de faire ce qu'on appelle des réunions familiales régulières. Donc là, ça peut paraître un peu relou, un peu trop pragmatique, etc. Mais c'est hyper important. Et sincèrement, quand on le fait correctement, ça a vraiment du bon. Donc, essayez d'organiser des réunions familiales de façon de façon régulière pour discuter de l'organisation de la maison et ajuster du coup la répartition des tâches si jamais c'est nécessaire. Donc, c'est-à-dire, n'est pas la peine de faire ça toutes les semaines s'il n'y a pas lieu. Ok, mais une fois par mois, ça peut être pas mal. Une fois par mois, je pense que c'est le minimum. Donc, si vous sentez qu'une fois toutes les 2 semaines, c'est mieux, vous le faites. Mais moi, je vous conseille fortement de le faire une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas mal. On se met tous autour de la table. On peut se faire un petit apéro en même temps. Faut que ça ait l'air cool quand même et pas en mode punition. Ok, surtout quand il y a des enfants qui sont là aussi. Et donc, c'est important d'ailleurs de le faire avec les enfants. Parce que, ils sont là, eux aussi, dans la famille, dans la maison, dans le foyer. C'est aussi leur toit à eux, donc c'est important qu'ils se sentent impliqués et concernés. Ok ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si. L'importance de prendre du temps pour soi. Évidemment, ce point est important. Alors, je vais pas dire plus que les autres, mais quasiment. Donc, premièrement, planifiez du temps pour vos activités. Donc, quand vous allez faire là votre organisation, tout ça, de votre planning, votre emploi du temps. Bloquez-vous des petits créneaux. Alors, c'est pas forcément 5 heures à suivre, voyez, des trucs comme ça. Mais régulièrement, essayez de bloquer du temps dans votre emploi du temps pour des activités que vous aimez. Ça peut être tout n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est pas obligé que vous bloquez 2-3 heures parce que vous allez à la salle, ok, à la salle de sport. Ça peut être bloquer une petite demi-heure par-ci par-là pour la lecture, parce que ça c'est votre kiff, la lecture. Effectivement, ça peut être le sport aussi, mais ça peut être, je sais pas, une petite méditation, un petit yoga, une petite marche le long de la plage si vous avez la chance comme moi d'habiter au bord de mer. Ça peut être voilà, tout ça. Ok, aller flâner avec une copine devant les magasins parce que on n'a pas trop les moyens de rentrer pour acheter, mais au moins on se promène, on regarde les trucs et puis on se dit tiens plus tard on prendra ça. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes. Mais si on les bloque pas sur le planning, vous pouvez être sûr vous êtes foutus. Ça va être mis à la trappe, ça va passer à la trappe et vous allez rester concentré sur les obligations. Et malheureusement, parce qu'en fait il faut le dire c'est malheureux, mais je trouve que prendre soin de soi ça devrait être une obligation en fait. On devrait être obligé de prendre soin de soi, autant qu'on est obligé de faire le ménage, autant qu'on est obligé d'aller faire des courses, de prendre des rendez-vous pour les gamins, pour aller, je sais pas, au sport, chez le médecin, etc. Ça devrait être autant obligatoire que le reste. Ok ? Donc essayez de bloquer des temps pour vous, c'est important. Ensuite, essayez de pratiquer, voilà, comme je l'ai dit, des petites séances de bien-être, que ce soit yoga, massage, méditation, en fonction de votre budget, évidemment. On est ok pour dire que c'est très difficile pour la plupart des Français. J'en fais partie, donc je compatis. Mais essayez de faire des choses qui sont... Le yoga, c'est gratos. Vous avez plein de tutos sur YouTube. Il y en a des très bien. Méditation, idem. Je vous conseille François Lemay, qui est excellent, qui fait autre chose que la méditation, mais il en fait aussi, et donc il est très très bien. D'ailleurs, mon fils Logan l'écoute pour faire ses méditations, parce qu'il aime beaucoup. Ça peut être des promenades dans la nature, etc., etc. Mais du moment que ça vous aide à décompresser et à vous ressourcer. C'est surtout ça qui compte. Peu importe ce que vous faites en fait, on s'en fiche. Et enfin, déconnexion. Donc apprenez à vous déconnecter
que ce soit du travail, des responsabilités domestiques, etc. Ça peut être aussi simple que de désactiver déjà les notifications de votre téléphone pendant un certain temps chaque jour. Donc ça peut être par exemple à partir de... Moi je sais, ça c'est un truc que je fais par contre. J'ai fait un effort, vous voyez, vous pourrez le noter, me mettre un petit commentaire gentil pour me dire c'est bien Julie. Parce que il faut m'envoyer des fleurs, parce que sinon je vais attendre longtemps. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en place, voilà, pour me déconnecter un petit peu du boulot, parce que bon, comme en plus je travaille sur le téléphone, bon, sur l'ordinateur aussi, mais c'est plus facile de fermer un ordinateur que de fermer son téléphone, surtout quand le téléphone il est à la fois professionnel et perso, c'est compliqué. Et donc j'ai mis en place ça, c'est-à-dire que vous allez dans votre, je sais plus comment on dit là, moi je suis sur iPhone là, mais je sais pas comment on dit pour les autres téléphones. Je sais même pas comment on dit d'ailleurs. C'est quand on est en haut là, vous savez, et qu'on glisse le doigt là pour descendre. Là, on a un espèce de tableau de bord, on va dire, avec pas mal d'icônes. Et il y en a une que je vous dise pas de bêtises. Je vais essayer de le faire en même temps que je suis en train d'enregistrer là. Tiens, regarde, hop, c'est pas ça que je veux. Alors non, c'est qu'on prend l'angle en haut à droite et on déroule. Voilà, vers le bas. Et donc voilà. On a un petit widget, je pense qu'ils appellent ça comme ça, avec marqué concentration. Quand on clique dessus, on peut choisir ce que l'on veut, en rajouter. Et il y a d'ailleurs temps pour soi qui est proposé. En tout cas, moi là, sur mon téléphone, il me le propose, donc il est sympatoche. Et il me dit, du coup, déconnectez-vous, prenez du temps pour vous. Merci iPhone. Donc, c'est quelque chose que d'ailleurs vous pouvez faire aussi, je suppose, sur tout ce qui va être Android aussi. Hein. Je pense que maintenant, ils essayent de faire un peu la même chose tous autant qu'ils sont. Donc moi, on me propose ne pas déranger, travail, repos et temps pour soi. Donc moi, là, je suis actuellement sur travail. Ça me permet du coup de choisir les applications qui vont être, qui vont avoir voilà des notifications pendant que je travaille. Mais ça va aussi me bloquer toutes les autres, du coup. Et ben, c'est exactement la même chose. Pour déconnecter, vous programmez. Je crois qu'ils font des applications. Moi, j'en ai une aussi. D'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé sur le podcast précédent, qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, je vais le retrouver. Voilà, Focus To Do. Ah, je vous en ai peut-être pas parlé de celle-là. Remarque. Bref, c'est une application qui utilise la méthode Pomodoro, si vous connaissez pas déjà, et qui permet du coup de faire vraiment d'être concentré sur son boulot. Donc moi, j'utilise pour le boulot. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes encore scolarisé, vous faites des études. Ma fille, je sais qu'elle de 14 ans, je lui ai aussi mis sur son téléphone parce qu'elle est vachement bien. Du coup, elle peut l'utiliser aussi. Ça permet du coup, grâce à la méthode Pomodoro, de bosser 25 minutes, focus vraiment à fond sur son boulot. Ensuite, on a une pause de 5 minutes, on se dégourdit, on boit un verre, hop, on repart, on fait une pause pipi, etc. Et on repart pour 25 minutes. On est productive, on est là, on est au taquet. Et pour déconnecter, je vous invite du coup à utiliser du coup ce système là de widget là qui vous propose du coup de couper les notifications. Ça vous permet de rester concentré sur ce qui compte finalement le plus, vous, votre santé, votre famille, si vous en avez une, que ce soit votre conjoint ou votre conjoint, votre conjointe et vos enfants. Et donc moi je le mets en place le soir. Je crois que j'ai défini 21h, je crois, 21h, un truc comme ça, ouais. Et à partir de cette heure-là, c'est coupé. Je reçois plus du tout de notifications, sauf notifications urgentes, comme appel urgent ou voilà certains appels de certaines personnes. Voilà, mais sinon tout le monde est coupé. Donc je reçois plus Instagram, je reçois plus rien. Donc à partir de 21h, sauf si je regarde, mais sinon normalement je reçois plus de notifications quoi. Donc ça c'est vachement bien. Voilà. Je pense que si déjà vous mettez en œuvre ces stratégies-là, vous pouvez vraiment alléger votre charge mentale et créer un environnement plus équilibré, plus sain pour vous et aussi pour votre famille, parce que on n'oublie pas de se rappeler que la maman, c'est le cœur de la famille. Ok ? Je dis pas que les papas sont pas importants, mais les papas sont là pour protéger tout ça. Ok ? C'est quelque chose qui m'est vraiment apparu évident d'ailleurs, ce schéma, cette notion-là, quand j'ai eu mon fils. Ok, mon deuxième enfant, puisque ma première, je l'ai eu toute seule, donc autant vous dire que ça m'a pas paru hyper évident à ce moment-là. Mais quand j'ai eu mon fils, du coup, avec mon mari, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, si vous voulez, j'ai allaité, etc. Je faisais du portage, donc c'est moi qui avais la charge, entre guillemets, de m'occuper du bébé principalement. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fin de compte, le rôle du papa, parce que souvent on me disait, ah ouais, mais le pauvre, c'est toi qui allaites, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, lui ?
en fait, il y a un peu genre tout en fait à faire. Le seul truc qu'il y a que moi qui peut faire, c'est allaiter justement. C'est-à-dire que tout le reste, lui aussi, il peut le faire. Donc changer les couches, l'habiller, le laver, s'occuper de lui, le bercer, le câliner, le promener, enfin tout en fait. Ok, c'est le seul truc qu'il peut pas faire. Donc faudrait peut-être remettre les choses dans le contexte. Et j'ai réalisé qu'en fait, voilà, je trouve que c'est vraiment le rôle du papa, c'est vraiment de venir là, comme ça, envelopper. C'est une métaphore, hein, mais quoique ça peut être physique. Mais envelopper la maman et le bébé ou les bébés de sa présence. Ok, il est vraiment là en rôle de protecteur. Je trouve un peu plus que la maman. La maman va être là, enfin c'est instinctif, on protège le bébé, mais parce que c'est viscéral. Généralement, on l'a porté, voilà, ou même quand on les adopte, je crois que c'est aussi en nous. En tout cas pour la plupart des mamans, parce que il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui ressentent pas cet amour fulgurant dès la grossesse déjà, et puis pas forcément dès la naissance, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'il faut accepter que c'est quelque chose qui puisse arriver et que c'est complètement ok. Ça veut pas dire que vous allez détester votre enfant et que voilà, vous allez pas l'aimer, vous allez être une mauvaise mère. J'en connais qui n'ont pas le grand coup de cœur, le coup de foudre, voilà, pour leur bébé. Et puis, qui sont des super mamans maintenant, hein. Et il faut juste laisser le temps au temps. Tout le monde n'est pas une maman louve comme ça et tout de suite. Et c'est pas pour autant qu'on est de mauvaise mère. Ok, chacune vit sa maternité à sa propre manière et c'est ça qui est beau, je trouve, et qui fait que le monde peut être beau parce qu'on est tous et toutes différentes. Et donc pour en revenir à ça, c'est que si vous n'êtes pas bien, vos enfants seront pas bien, votre conjoint sera pas bien. Ok ? Donc ça c'est important. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, c'est très très important. Et je crois que c'est à peu près ça que je voulais dire. Je réfléchis. Parce que j'ai bien peaufiné là. Donc ouais, si c'est ça que je voulais dire. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes le noyau, le cœur de votre famille. Ok ? Il y a qu'à voir malheureusement dans les familles qui se retrouvent sans épouse et sans maman, ça part généralement en cacahuète parce que l'équilibre il est rompu. Donc en conclusion, je dirais que la charge mentale, c'est bien plus finalement qu'un effet de mode féministe, parce que je l'ai beaucoup entendu ça. Oui mais non, mais ça c'est un truc de féministe. Hein. Oui mais non mais ça et bizarrement c'est souvent des hommes qui le disent, donc c'est quand même assez drôle. Un peu comme quand ils viennent nous dire de pousser à l'accouchement ou quand ils viennent nous parler d'IVG. Bon, c'est généralement des hommes qui viennent nous dire ça alors qu'ils n'ont jamais eu d'utérus ou de vagin. Donc c'est assez drôle. Donc non, ce n'est pas un effet de mode féministe, c'est bien plus que ça. C'est un vrai problème de société qui nécessite une prise de conscience et des actions concrètes. Donc en discutant ouvertement de ces questions-là, entre vous, entre femmes, de la même famille, entre amis, dans les groupes de soutien de parole, etc. aussi, ça existe aussi beaucoup. Et puis surtout à la maison, c'est très important. Et en cherchant des solutions collectives, c'est là qu'on va pouvoir œuvrer pour une société, je pense, plus équilibrée et plus soutenante aussi pour les femmes, les mamans, etc. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, j'ai l'impression, à me suivre sur YouTube. J'étais pas prête. C'est-à-dire que je suis mes stats un petit peu, une fois de temps en temps. Alors je suis pas hyper assidue, hein, très très clairement. J'ai pas un compte je suis pas Léna Situation, quoi. Et j'ai pas envie d'ailleurs, même si je l'apprécie beaucoup, elle me fait beaucoup rire et voilà, j'aime beaucoup cette nana. Je trouve qu'elle reste très nature, très voilà, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas envie, je veux pas sa vie, je garde la mienne. Ça me va très bien. Mais voilà, donc du coup je fais mes stats et c'est là que j'ai vu, je fais bah dis donc, hier on était à 72 vues sur le dernier épisode et ce matin quand je regarde on est à 117. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Vous avez des petits problèmes de somnolence puisque apparemment vous ne dormez pas la nuit, vous êtes insomniaque et vous écoutez les podcasts la nuit. Donc bon ma foi, moi ça me flatte, hein, ça me fait très plaisir. Continuez à ne pas dormir la nuit. Non, c'est pas vrai, faut dormir, c'est pas bien. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça me fait très plaisir, surtout si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petits likes et tout quand vous regardez sur YouTube, enfin que vous écoutez sur YouTube, parce que ça me fait toujours bizarre qu'on écoute des podcasts sur YouTube. Moi, c'est un délire. Je trouve ça, c'est improbable. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager l'épisode si vous trouvez que il peut être utile pour une femme de votre entourage, voilà, que ce soit familial ou non.
Et puis tout simplement parce que ça fait plaisir. Voilà, on va étendre la communauté, ce serait cool. Voilà. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet que je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va trouver. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.